Décollage imminent pour le plus gros lanceur jamais conçu, Starship de SpaceX. Une fusée de 120 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre. Dans un tweet partagé le 11 avril dernier, l'entreprise américaine confirme l'imminence de son tout premier essai complet avec le Starship, sauf coup de théâtre. Le décollage est censé survenir entre le 17 et le 23 avril prochain. Un vol extrêmement attendu par la communauté scientifique, par le secteur spatial en général, mais aussi par le grand public. Pour comprendre ce qui va réellement se jouer sur le pas de tir texan d'Elon Musk, nous avons en ligne Guillaume Langin, journaliste scientifique. Bonjour Guillaume, bienvenue dans Smart Space. Alors qu'est-ce qui rend ce lancement si spécial? C'est cette dimension colossale? Oui, bonjour Cécilia, absolument. Donc la fusée, la Starship de SpaceX, c'est la plus grande jamais conçue. On est vraiment dans la catégorie des lanceurs ultra lourds. On peut la comparer à d'autres lanceurs immenses qui ont fait l'histoire du spatial. Donc la mythique Saturn V qui a amené les humains sur la Lune lors du programme Apollo, ou plus récemment le SLS de la NASA. Le Starship bat beaucoup de records. Une des caractéristiques assez hors normes, c'est le nombre de moteurs qui vont s'allumer de concert. Pour son premier étage, là, le Super Heavy, il en embarque 33 moteurs qui vont fonctionner ensemble. Il y avait une fusée soviétique, la N1, développée dans les années de guerre froide, qui elle, faisait tourner 30 moteurs ensemble. Elle n'a jamais très bien marché. Et puis le Starship, s'il est si massif, c'est qu'il peut envoyer des très grandes charges utiles en fait en orbite basse. C'est de 100 à 150 tonnes qui sont envoyées en orbite basse. C'est ça l'objectif. Et pour se faire et en plus faire réatterrir les engins, ça c'est notre caractéristique. Elle est réutilisable, la fusée. Eh bien, il faut embarquer énormément de carburant et avoir une poussée monumentale, si bien que le risque d'explosion n'est pas à ignorer. Donc c'est un crash qu'on pourrait voir lors de ce premier lancement. Et alors, si j'ai bien compris, elle est réutilisable, mais ce ne sera pas le cas de ce premier essai. Alors ça ne le sera pas effectivement. Néanmoins, le vol test qui est prévu par SpaceX prévoit de faire des pas en avant vers la réutilisabilité dès le début. Les deux étages vont après être montés, vont redescendre chacun à leur tour et décélérer pour faire des amérissages contrôlés et puis terminer dans l'océan. Sur le thème de la réutilisabilité, ce qui est une grande première également, c'est que l'intégralité de la fusée, l'objectif c'est que l'intégralité de la fusée est réutilisable. Le premier étage comme le second, la Falcon 9 de SpaceX ou la Falcon Heavy ne réutilise que ses premiers étages pour l'instant. Là, il s'agit de faire rentrer dans l'atmosphère le Starship après qu'il l'a quitté et donc être à l'épreuve des échauffements liés à la grande vitesse de rentrée atmosphérique, vous savez, qui fait chauffer les carlingues, et voir si la protection thermique du Starship est suffisamment bonne pour protéger l'engin, ce qui n'est pas non plus garanti. Effectivement, c'est le sujet qui va être observé de près lors de ce premier test. Alors, qu'est-ce qu'on attend concrètement ? Donc il y a des enjeux. Faire voler une si grosse fusée, c'est déjà une démonstration technologique qui est un enjeu en soi. Ce que SpaceX attend, c'est de voir à quel point elle peut avancer vers la vision qu'a l'entreprise, la vision qu'a Elon Musk. Je pense à deux choses. La première, c'est que le Starship va être capital pour le déploiement de la constellation Starlink. Vous savez qu'il fait débat, cette méga constellation de satellites par milliers, même dizaines de milliers, c'est l'objectif autour de la Terre, également développé par SpaceX. À l'heure actuelle, la Falcon 9 peut en envoyer un peu moins de 60 d'un coup, ce qui est déjà énorme. Avec le Starlink, on montera d'un ordre de grandeur, et puis le but est pour SpaceX d'en envoyer énormément, environ 200 d'un coup, et cela permettra à l'entreprise d'atteindre plus vite cet objectif de méga constellation. Et puis il y a une deuxième utilité sur lequel on peut attendre le développement du Starship, c'est le programme Artemis. Vous savez que SpaceX a obtenu
de la part de la NASA le contrat de service qui consiste à déposer les astronautes du programme Artemis sur le sol lunaire, depuis l'orbite lunaire jusque sur le sol lunaire. En plus, l'équipage d'Artemis 2 a été nommé récemment, donc vous voyez l'actualité se télescope en quelque sorte. Ce sera sur le papier pour la mission Artemis 3 à l'heure actuelle que SpaceX devra développer son atterrisseur lunaire, et cet atterrisseur lunaire, c'est une variante du Starship. En fait, c'est un vaisseau à tout faire. Donc là, on a un calendrier officiel qui est encore de 2025 pour la mission Artemis 3 visant à poser les humains sur la Lune. Ça va probablement glisser, mais c'est un calendrier très très ambitieux. Si aujourd'hui est un échec total, bien sûr, enfin aujourd'hui, dans les jours à venir, est un échec total, bien sûr, ça va repousser ce calendrier. Alors pour la première fois, on va avoir deux énormes lanceurs qui vont cohabiter, le SLS et le Starship. Est-ce qu'on aura suffisamment de besoins à adresser ? On le comprend, il y a 40 000 quand même, l'objectif c'est 40 000 satellites dans la constellation Starlink, donc il y aura des choses à faire, mais est-ce que d'un point de vue économique, le SLS et Starship peuvent cohabiter ? Alors, ils ne sont pas du tout en concurrence pour l'orbite basse. Le SLS, c'est une fusée d'exploration lointaine. Donc sur ce front-là, ils vont tout à fait cohabiter. Dans les premiers instants du programme Artemis, ils vont effectivement collaborer. Donc le SLS amène les astronautes en orbite lunaire. Le Starship, lui, les descend sur la Lune et les remonte ensuite en orbite lunaire. Et puis c'est la capsule Orion lancée par le SLS qui les ramène sur Terre. Donc vous avez un petit peu ce tour de passe-passe, ce pas de deux entre les deux fusées. Plus tard, on peut se demander si le Starship, si tout fonctionne bien, eh bien, il ne peut pas faire ce travail lui-même de partir de la Terre avec les astronautes à bord et de les emmener lui-même sur le sol lunaire. Et pourquoi pas de les ramener sur Terre si les capacités de retour atmosphérique du Starship et sa protection thermique arrivent à être développées correctement. Et là, le Starship pourrait empiéter un petit peu sur le rôle du SLS. C'est qui décolle. Alors on va suivre ça effectivement avec attention. Alors on attend, si j'ai bien compris, le top départ de la FAA, c'est ça, pour donner l'autorisation de vol ? Oui, absolument. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation donc américaine, est l'organisme qui délivre les autorisations de vol sur la base de respect de critères environnementaux. Lancer une fusée, c'est pas anodin pour l'environnement local et même global si vous en envoyez beaucoup. Donc SpaceX a dû respecter des préconisations listées par la FAA ces derniers mois, ces dernières années, pour obtenir, décrocher cette autorisation et qui effectivement devrait arriver là dans les heures qui suivent afin de permettre à SpaceX de lancer depuis son site texan à Boca Chica dans le sud du Texas. Merci beaucoup Guillaume Langin d'avoir pris le temps de réagir dans le Call Actu à cette actualité. On attend avec impatience le lancement de Starship et on en reparlera dès la semaine prochaine sur Bismart. Alors on enchaîne quant à nous avec le reste de l'actualité et un autre lancement très attendu, celui de la mission JUICE qui n'a pas pris hier faux départ pour le programme d'exploration spatiale qui doit révéler les secrets des lunes de Jupiter. Le décollage prévu à 14h15 a été annulé en dernière minute à cause des conditions météorologiques. Le lancement est reprogrammé à aujourd'hui, même heure, depuis Kourou, en Guyane, à bord de la fusée Ariane 5. La sonde atteindra Jupiter en 2031. Nous recevions la semaine dernière Olivier Huitas, responsable scientifique de la mission pour l'ESA. Alors rendez-vous sur bismart.fr si vous voulez tout savoir de la mission d'exploration interplanétaire. Du nouveau du côté de France 2030, alors que le président de la République présente le plan eau cette semaine, Bruno Le Maire et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, annoncent le lancement par le CNES d'un appel d'offres destiné au suivi de la gestion d'eau, précisément un appel d'offres qui porte sur l'achat d'un service de démonstration afin de garantir la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Alors, ces services s'inscrivent dans les mesures 48 et 52 du plan eau. Ils s'adresseront aux services de l'État et à l'ensemble des acteurs des territoires mobilisés
sur le sujet. En plus de cet appel d'offres, Bruno Le Maire a lancé en parallèle un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir les besoins des acteurs publics en données spatiales et en services associés, toujours dans le cadre du volet spatial de France 2030. Alors toujours dans l'écosystème spatial français, la start-up française Exotrail reçoit une nouvelle commande de la part d'Astro Digital, fabricant et opérateur californien de petits satellites. Exotrail qui développe et produit des systèmes de propulsion électrique et des logiciels de petits satellites. Alors après un contrat pour une première mission supporté déjà à l'époque par Astro Digital et qui est prévu pour un décollage en 2023, cette fois Exotrail va fournir plusieurs moteurs Spaceware Micro-L qui génèrent une puissance électrique de 150 watts. Ils seront embarqués sur des satellites d'Astro Digital équipés de la plateforme Corvus dédiée au CubeSat et au Microsat pour un client dont on ignore pour le moment l'identité. Les nouveaux systèmes de propulsion d'Exotrail seront livrés au cours de l'année 2024. Voilà pour l'actualité. On enchaîne tout de suite avec le Space Talk sur Bismart.